Mais tout de suite, on ouvre la première partie de ce 21-23, comme vous l'avez compris dans le journal de Camille, une partie consacrée évidemment aux commémorations des 10 ans des attentats du 13 novembre 2015. Paris se souvient, Paris s'est souvenu. Aujourd'hui, on va longuement revenir sur cette nuit de terreur. Hier même, sur ce plateau, on vous racontait de l'intérieur l'assaut à l'intérieur du Bataclan, l'assaut de la BRI et du RAID. Et ce soir, on a choisi de donner la parole notamment aux héros oubliés en partie de ce 13 novembre, aux héros du terrain justement, c'est le nom de notre émission. On va parler de ces secouristes, de ces bénévoles et de ces personnes aussi à la belle équipe, ce restaurant où 21 personnes ont été fauchées. On va également parler des tout premiers intervenants de la police sur les lieux. Ce sont des policiers de la BAC qui se sont sentis un petit peu oubliés. Et justement, eh bien, Ludivine Lopez, bonsoir. Vous êtes journaliste à l'INA. Vous avez consacré un documentaire édifiant et extrêmement émouvant sur ces policiers que vous avez retrouvés. Vous êtes donc co-réalisatrice de ce documentaire qui s'appelle 13 novembre, la nuit en enfer de la BAC. On va en voir de nombreux extraits. Luc de Montpion, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'association Galéa. Vous êtes ancien sapeur-pompier de Paris, mais au moment des faits, vous étiez secouriste bénévole à la protection civile. Et votre association défend justement les intérêts de ces citoyens intervenus sur ces attentats qui sont plus appelés les primo-intervenants. Et puis à vos côtés, Nabila Tabouri, justement des primo-intervenants et des primo-victimes. Vous les avez rencontrés, vous avez longuement enquêté et vous les avez suivis, notamment pendant des années. Donc voilà, tous les personnages de la belle équipe, ce beau restaurant avec une équipe très soudée qui a payé un prix épouvantablement élevé à ces attentats, 21 morts sur les terrasses lors de cette fusillade folle. Et on va voir aussi des extraits de votre reportage qui était absolument extrêmement émouvant, 2 jours après les attentats. On va voir justement les images de ces hommages aujourd'hui rapidement. Vous avez pu les suivre en direct sur l'antenne, toutes les antennes de France Télévisions, des hommages à Saint-Denis autour du Stade de France, hommages au Bataclan, les fameuses terrasses dont vous nous parlerez, Nabila, et puis ce jardin du souvenir établi dans un lieu neutre derrière l'hôtel de ville à Paris et qui rassemble évidemment la mémoire à toutes ces victimes. Luc de Montpion, justement, vous étiez à ces cérémonies. On vous a parlé pour préparer cette émission. Vous étiez très ému, vous l'êtes toujours, et vous n'étiez pas retourné au Bataclan. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas mis les pieds devant le Bataclan. Et c'est vrai que sur le chemin aller, j'avais une espèce de gueule de bois, alors que je n'avais pas bu. Et c'était très, très émouvant. J'ai revu toutes les victimes que je connaissais, du procès notamment, V13. C'était très, très, très fort de les voir autre qu'à la mairie du 11e, où j'allais les autres années pour les commémorations, puisque je ne me sentais pas le courage psychologique, la force mentale en fait, d'aller devant le Bataclan. Et là, en fait, j'y étais un peu obligé, puisqu'il n'y avait pas d'hommage prévu à la mairie du 11e. Donc je me suis rendu au Bataclan. Vous n'avez pas eu le courage par contre d'aller dans le jardin du souvenir? Alors non, c'est pas que j'ai pas eu le courage, c'est tout simplement que j'étais pas invité. Alors vous pourrez y retourner. Voilà. C'est ouvert aux Parisiens depuis quelques mois, je crois, ou quelques jours, le jardin du souvenir. Et là, ça a été fermé pour les cérémonies. Oui. Malheureusement, je ne sais pas quand il a ouvert exactement. Vous allez nous raconter cette terrible soirée. Nabila Tabouri, juste pour qu'on rappelle à nos téléspectateurs, on a toujours dit d'ailleurs pour des générations peut-être un peu plus anciennes, tout le monde se rappelait ce qu'il faisait le jour du 11 septembre, les attaques à New York. Tout le monde se rappelle de ce qu'il faisait le 13 novembre. Et vous, en tant que citoyenne française, mais aussi en tant que journaliste, revenir sur ces événements-là, retravailler sur ces événements-là, c'est pas un sujet comme un autre. Ah non, pas du tout. C'est absolument pas un sujet qu'on appréhende comme un autre sujet. On y va toujours avec, vous parliez d'une boule au ventre, on y va toujours avec la boule au ventre. On pense à ces victimes, à ce qu'elles ont vécu. L'idée étant de les faire parler, de les faire témoigner. Mais en même temps, il faut être mesuré parce qu'on leur fait malgré tout revivre un moment très, très difficile. Oui, et moi, depuis quelques jours, je pense à toutes ces victimes que j'ai rencontrées, que j'ai interviewées, les parents, des victimes directes, des familles. Et depuis quelques jours, j'ai cette boule au ventre en me disant, en m'imaginant ce qui
peuvent ressentir. Et aujourd'hui, j'ai vraiment beaucoup pensé à toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer. Et à chaque fois, parce qu'à chaque fois, c'était des rencontres incroyables. C'était des gens très courageux et en même temps détruits pour certains, en tout cas en souffrance. Alors, le temps a fait son œuvre. Là, on est en fait le 10e anniversaire. Mais quand on lit, vous avez dû, comme tout le monde, lire des témoignages, entendre des témoignages. Et vous avez encore cette douleur qui est là, cette douleur qui est présente. Donc, on se dit qu'il va falloir encore du temps. Ouais. Alors, on va voir un premier extrait, et vous allez nous en parler juste après, Ludivine. Donc, extrait de ce documentaire que vous avez co-réalisé pour l'INA. On a effectivement beaucoup parlé, encore hier ici, on avait le patron du RAID à votre place, ce RAID cet assaut du RAID et de la BRI. Il y a eu, on l'a un petit peu dit, Emmanuel Macron les a mentionnés, j'allais dire presque un peu pour la première fois dans ses discours aujourd'hui, mais ils ont longtemps été les oubliés et ce sont aussi des vrais héros du 13 novembre. C'est pour ça que vous avez voulu faire ce documentaire. On va voir un premier extrait, vous allez nous en parler après. Extrait, donc, ce 2 premiers policiers de la BAC, notamment un commissaire, qui arrivent, les tout premiers policiers sur les lieux. Regardez ce qui se passe, on le voit dans votre documentaire et on en parle après. À 21h59, le commissaire de la BAC 75N et son équipier, premiers arrivés à l'intérieur du Bataclan, abattent un terroriste qui se trouve alors sur la scène. Une intervention héroïque et largement racontée dans les médias. Ils vont, si ce n'est stopper les massacres, ils vont en tout cas figer la situation à l'intérieur du Bataclan. Moi, je suis dans le Bataclan, plusieurs dizaines de morts, individus retranchés à l'étage certainement, qui font toujours peu. Plusieurs dizaines de morts. On est à 2, en petit on progresser. Ludivine, pourquoi vous vous intéressez avec vos collègues à cette histoire ? Encore une fois, on la connaissait un petit peu, oui. Mais effectivement, ils sont un petit peu sortis, et on va le voir après, notamment des grandes commémorations qui chaque année ont eu lieu depuis 10 ans. C'est ça. En fait, là, l'extrait qu'on vient de voir, donc, c'est l'intervention du commissaire de la BAC 75N avec son coéquipier, donc primo-intervenant au Bataclan, qui abattent le terroriste sur scène. Nous, en fait, avec mon collègue Yves Couant, on s'est vraiment intéressé à ce chaînon manquant, en fait, entre l'intervention donc, de ce commissaire avec son coéquipier et l'assaut de la BRI. Et en fait, entre les deux, il y a donc des agents de la BAC 75N qui sont intervenus au Bataclan. Et il y a beaucoup de temps, en fait, entre ces deux interventions-là. Oui, il y a à peu près une heure et demie donc entre ces deux interventions-là. Et en fait, qu'on a interviewé en fait, dans ce documentaire-là, ce sont ces agents de la BAC 75N qui se sont sentis un peu oubliés du récit national. Donc voilà, c'est cette histoire-là qu'on a souhaité raconter précisément, vraiment ce chaînon manquant entre l'intervention du commissaire de la BAC 75N et l'assaut de la BRI. Et juste, on va voir un deuxième extrait bientôt, mais avant de le voir, on rappelle, en voyant, ça ressaute aux yeux quand on voit l'extrait que vous avez donc mis évidemment en image, en illustration, parce que le courage de ces deux hommes, qui font feu avec un simple pistolet de service et pas une Kalachnikov. Absolument pas équipé. Ils abattent un premier des 3 terroristes qui sont dans le Bataclan. Je crois qu'il tombe, Éric Pelletier, qui est à votre place hier, notre spécialiste police-justice, nous raconte ça. Il tombe et son gilet explosif explose, ouais. mais vers à la verticale. Donc il ne fait pas de dégâts, il ne tue pas l'otage. Ça ne tue pas l'otage. Et résultat, ça force ces 2 autres terroristes à aller dans les étages. Donc ça fige un peu la scène et ça arrête un peu l'horreur. C'est ça. Et c'est effectivement cette intervention-là du commissaire et de son coéquipier qui a été médiatisée. En tout cas, on connaît cette histoire-là. Et vraiment, il y a la suite. Et la suite, c'est ça, en fait, qu'on raconte dans le documentaire, et notamment avec l'intervention, en tout cas, la présence dans notre documentaire de 2 agents de la BAC 75N qui sont intervenus avant l'assaut de la BRI. Eh ben, on va les écouter tout de suite et après vous réagirez tous les 3. Donc là, deuxième extrait. Là, ce sont cette autre escouade de la BAC 75. Et vous allez voir, les hommes, ils savent qu'ils entrent dans un lieu d'enfer. Ils ne savent pas s'ils en sortiront vivants. Écoutez, c'est extrêmement fort. À leur tour, Michel Caboche et ses collègues progressent lentement jusqu'à l'entrée du Bataclan. Quand on rentre dans le bâtiment, il y a une sorte de sas à l'entrée, où il y a la porte vitrée. Il y a du coup mes 2 collègues qui sont postés, donc le commissaire et son équipier, qui sont postés en fait dans l'entrée, et qui nous dit bon les gars, il faut y aller, ils sont en train de tuer tout le monde, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas combien ils sont, mais il faut y aller. J'ai pas réfléchi, hein. J'ai pas marqué un temps d'arrêt, je me suis pas posé les questions, oui, non, pourquoi, est-ce qu'on se concerte, est-ce qu'on...
Non, il dit l'autre côté, il faut y aller. Eh ben, on y va. Enfin, on partait dans l'idée où peut-être parmi nous, il y en a certains qui vont y rester. Moi, comme d'autres, c'est vrai qu'on a quand même pris cette petite seconde d'envoyer un petit message à ma famille, juste je vous aime, au cas où. Ludivine, et puis après Nabila et Luc, je voudrais avoir votre réaction. On précise pour nos téléspectateurs, on rappelle que ces policiers de la BAC, c'est pas une unité d'élite antiterroriste. Ça n'en diminue absolument pas moins les mérites, au contraire, mais c'est pas des hommes formés pour ça. Absolument pas. Et ça, c'est vrai que c'est un des points assez importants. C'est-à-dire qu'effectivement, ces agents-là ne sont pas habitués à ces terrains de guerre, en fait. Parce que là, clairement, on est dans un terrain de guerre. Quand les Kalachnikov, ce sont des armes de guerre. Exactement. Quand on entre au Bataclan, ce sont des agents qui sont habitués à être sur le terrain, à faire des perquisitions, etc. Mais absolument pas préparés à ce qu'ils vont voir et aux actions en fait qu'ils vont devoir mener directement dans le Bataclan. Donc vraiment, ça c'est un gros point. Ils nous l'ont beaucoup dit. Dit voilà, on est parti précipitamment avec ce qu'on pouvait, avec ce qu'on avait sous la main, voilà, et on est parti comme ça sans trop réfléchir en fait. C'est ce que dit d'ailleurs l'un des témoins dans le documentaire. Sans trop réfléchir, et c'est justement ce qu'on voulait expliquer à nos téléspectateurs dans cette page, c'est ce courage qui, de toute façon, vous prend et vous quitte plus, même si on a conscience du danger. On le voit bien, Ludivine, dans ce que vous racontez, quand certains d'entre eux appellent leurs femmes pour potentiellement leur dire au revoir. Mais Luc, Nabila, ce courage du terrain, on reviendra à la belle équipe après, mais est-ce que vous l'avez ressenti dans vos expériences tous les deux? On ne se pose pas la question sur le terrain et le cerveau réagit. Pas du tout. Ouais, c'est ça. On se pose pas. En fait, on n'a même pas le temps pour se poser la question de savoir ce qu'il faut faire. Ouais, Alain le dit très très bien. Oui, on n'a pas le temps le temps de réfléchir. La chose qui prime, c'est de se protéger. Le secouriste doit être protégé. Nous, on est encore moins équipés que les fonctionnaires de police de la BAC en l'espèce. Je suis en polaire, moi, le soir. J'ai des gants et une polaire, c'est tout. Et vous, à ce moment-là, vous arrivez d'où? Et moi, j'arrive de la base à laquelle je me suis rendu. Protection civile, vous êtes bénévole à la protection civile. Exactement, à laquelle je me suis rendu parce que j'ai reçu un SMS d'alerte qui nous disait de converger le plus rapidement possible vers notre base. Et de là, arriver à cette base, on constitue les véhicules, on forme des colonnes de secours, de véhicules de secours. Et donc, chacun a été dispatché en fonction des sites. Et là où il y avait un gros besoin, c'était au Bataclan. À ce moment-là, vous avez conscience que c'est très grave, mais vous ne connaissez peut-être pas l'ampleur. Déjà, moi, en arrivant à la base, je vois des secouristes de Lille et de la Marne qui sont là. Donc, oui, je me dis qu'on est loin d'être... la nuit ne fait que commencer. Et effectivement, moi, je rentrerai chez moi à 8h du matin, donc elle ne fait que commencer. Et les informations qu'on a, en plus des explosions au Stade de France, les terrasses, etc. Les terrasses, moi, on a, pour information, on pense que c'est des gens qui ont jeté... les terroristes ont jeté des grenades sur les terrasses. Tellement les retours qu'on a par radio des primo-intervenants sur les terrasses, ils pensent, eux, qu'il y a des grenades qui ont été jetées. Ils sont criblés d'éclats. Voilà. Donc nous, on se dit, au Bataclan, ça doit être la même chose. Il y a un des secouristes qui nous dit il doit y avoir au moins 150 morts dans le Bataclan, etc. Donc on a des informations... Oui, vous n'avez aucun doute que c'est oui. Ah oui, on a... massif. Oui, ouais, c'est massif. Ah oui, mais ça, c'est une évidence. Ouais. Nabila, on va évidemment revenir sur les terrasses qui arrivent à peu près au même moment, et vous allez enquêter là-dessus dès le lendemain. Mais sur ce courage que, malgré la violence des événements, que chacun retrouve, j'allais dire, à sa place et à son rôle, que ce soit un policier en intervention, un secouriste, un passant qui aide des victimes. Il y a eu ça, il y a eu ces gestes héroïques. Énormément. Alors déjà, je ne connaissais pas cette histoire et je les trouve extrêmement touchants. Vous soulignez tout à l'heure ceux qui ont envoyé des textos à leurs femmes. Je trouve ça extrêmement fort parce qu'ils sont partis, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils n'étaient pas armés, ils n'étaient pas... Certains n'avaient pas de casque. Oui, l'histoire est quand même assez dingue. Et en effet, quand je vois ces témoignages, moi je pense à... Parce que j'ai travaillé sur en effet, la belle équipe, des témoignages, mais j'ai aussi... à ce moment-là, on a fait
plein de sujets sur aussi ces héros que j'appellerais anonymes, sont des gens qui, par exemple, au-dessus de la belle équipe, il y a un immeuble, des gens qui sont descendus, je pense à un sauveteur dont j'ai fait un portrait. Il n'a pas hésité, il était avec sa fille ce soir-là, il a laissé sa fille une fois qu'il savait que c'était sécurisé. Il est descendu, il venait d'apprendre, il avait tout juste appris des gestes de secourisme, mais il est descendu, il a fait des garrots, il a rassuré des victimes, il a tenu des mains, voilà, donc c'était extrêmement fort. Sur d'autres terrasses, un médecin qui était là, qui est descendu alors que ça tirait encore, il est descendu grâce à lui. Simple client ou qui était passant et qui... Non, il était juste au-dessus, pareil, d'une autre terrasse, le petit Cambodge, il était juste au-dessus, dans l'immeuble juste au-dessus. Il est descendu alors que ça tirait encore et voilà, il est allé voir, il a aidé, il a quand même réussi à sauver des personnes parce qu'il a prodigué les premiers soins. Il était médecin, il a réussi. Et on sait à quel point, on le redit à nos téléspectateurs, hein, il n'y a pas forcément besoin d'être médecin, juste poser un garrot, serrer une plaie, c'est une question de vie ou de mort, hein, ça sauve une vie. Oui, les gens apportaient ces gestes-là ont sauvé des vies. Exactement, les gens apportaient du linge, des couvertures. Voilà, ils ont recouvert les corps. Il y a des gens, des riverains du Bataclan qui ont descendu des couvertures pour recouvrir les corps. Oui. Et je sais qu'à la belle équipe aussi, c'était pareil. Oui, à la belle équipe. Il y a eu la même chose. Oui. Alors, on a des images d'ailleurs qui montrent justement cette solidarité et puis ce réflexe d'aller aider l'autre. Voilà. Héros du héros anonyme, vous allez dire du quotidien, enfin, c'était pas un jour évidemment du quotidien, mais héros anonyme, dont on parlera peut-être plus jamais, mais héros quand même. Et miracle, petit miracle, il y a une séquence qui nous a évidemment beaucoup ému dans votre documentaire Ludivine. Voilà, on va regarder l'extrait où l'escouade de policiers tombe sur une scène hallucinante, mais c'est un petit miracle. On regarde. Tout de suite sur la droite, dans un premier temps, en fait, mon attention elle est attirée par un gémissement. C'était une dame âgée et elle avait complètement embrassé un enfant en fait dans ses bras, 5 ans maximum, avec un casque anti-bruit sur les oreilles. Et là, en fait, c'est le collègue qui va me pousser un petit peu en me disant oh, ça va ouais, ça va, ouais. Et là, en fait, on rebascule du côté sidération, côté combattant. Et le gamin va passer de bras en bras jusque pour sortir, en fait, du Bataclan. Donc Ludivine, un petit garçon qui était là, qui était là pour le concert. Il avait un casque anti-bruit. Son papa, sa maman l'avaient emmené là. Oui, tout à fait. C'est ce que raconte Michel Caboche. En fait, ce petit garçon-là était présent avec sa maman et sa grand-mère. Donc au concert et voilà, en fait il a été au moment des tirs, il a été enveloppé donc par sa grand-mère pour être protégé et effectivement Michel le raconte bien, il entend des petits bruits, il sait pas d'où ça vient et puis là il se rend compte qu'effectivement c'est un petit garçon de 5 ans donc là il le raconte rapidement dans le reportage mais c'est une scène qui l'a énormément marqué parce qu'à ce moment-là il a lui aussi des enfants du même âge donc comme il dit, en fait, il y a cette sidération-là, mais il faut réagir immédiatement et donc il faut revenir très vite. Et en fait, ce que dit aussi Michel, c'est aussi toute cette fraternité, malgré tout, dans leur équipe et cette solidarité qui a permis, en fait, à Michel de pouvoir revenir à lui et puis d'enchaîner, de prendre le petit et puis de le faire passer de bras en bras pour le faire sortir. Donc voilà, c'est à ce genre de scène-là qu'ils ont été confrontés, absolument pas préparés, encore une fois, à ce genre de scène-là, il faut le rappeler. Hein. Donc c'est à ça qu'ils ont été confrontés, parmi d'autres horreurs aussi. Alors, incroyable. Ça. Juste, c'est pas une question piège, je sais pas, vous avez des nouvelles de cet enfant-là, qui avait 5 ans à l'époque? Alors, donc sa grand-mère a survécu? Alors, sa grand-mère, malheureusement, et sa mère sont décédées. Michel Caboche, après le procès... Donc la grand-mère était morte au moment où ils l'ont retrouvée? Potentiellement. J'avoue que j'ai pas les détails exactement de ce moment-là. Mais en tout cas, Michel Caboche a eu l'opportunité de rencontrer le grand-père de ce petit garçon de 5 ans après le procès V13. Donc, il a eu l'opportunité de le rencontrer. Donc, il a eu des nouvelles de ce petit garçon-là. Donc, il y a un reportage qui existe. Les équipes de France 2 ont immortalisé cette rencontre entre le grand-père de ce petit garçon et Michel Caboche. Et en fait, il donne des bonnes nouvelles. L'enfant, à ce moment-là, avait 11 ans. Il évoluait bien. Et voilà, il avait un suivi quotidien. Voilà, c'est un événement. Aujourd'hui, un petit garçon qui a 15 ans. Oui. Et
Et voilà, à nouveau, un miracle dans toute une horreur autour de lui. Également, je voulais vous poser la question, parce que hier, on l'a à peine abordé avec le chef du RAID, mais je ne sais pas si vous avez vu ça, vous, sur le terrain, en tant que secouriste, ou est-ce que vous avez des interviews toutes les deux là-dessus? Beaucoup des policiers qui sont rentrés, que ce soit la BAC, le RAID, la BRI, racontent cette scène épouvantable avec ce magma humain, nous disait hier le chef du RAID, et tous les téléphones portables qui sonnaient sur les corps de proches qui cherchaient des nouvelles. Ils nous ont dit que c'était une des scènes, alors que là, il n'y avait plus de scènes de tir, évidemment, mais c'est une des scènes qui les a le plus bouleversés. Alain Giraud le raconte dans le documentaire, donc, qui est un ancien policier de la BAC 75, qui est membre de votre association. Oui, tout à fait. Il me semble. Oui. Il le raconte aussi, évidemment, c'est voilà, cette scène innommable, clairement, à laquelle ils assistent, et ces téléphones, effectivement, qui sonnent, et ces bras qui se lèvent, voilà, pour essayer d'interpeller les policiers qui entrent. Ça, oui, ça a été rapporté. Vous l'avez Alors, vu, ça, vous, Luc ? mon action, elle se concentre surtout aux abords et aux extérieurs du Bataclan. Il y a d'autres membres de mon équipe qui ont progressé, eux, dans la fosse, ce qui n'a pas été mon cas. Mais moi, par contre, ce dont je suis témoin, c'est aux extérieurs, aux abords du Bataclan. Pour le coup, là, avant-hier, c'était le 11 novembre. Moi, l'image que j'ai, c'est la marée humaine, la vague, en fait. Mais c'est pas des poilus qu'on a, en fait, c'est des gens qui sont à un concert et qui sortent ensanglantés du Bataclan et qui vont vers moi, vers d'autres secouristes, des pompiers de Paris, des policiers, comme les poilus qui rentrent dans leur tranchée, sauf que là, c'est des gens qui étaient à un concert et ils vont pas dans une tranchée, en fait. Ils vont chercher de l'aide, en fait, et on est bien démunis, nous, en tant que primo-intervenants, on est bien démunis, moi le premier, pour venir en aide à autant de gens en détresse qui sont estropiés pour la plupart, donc il faut les aider à marcher, emporter. Et là, c'est pareil, je suis témoin d'une solidarité entre blessés, où les moins blessés portent les plus blessés, etc. On voit d'ailleurs dans votre documentaire, Ludivine, on n'a pas le temps de passer cet extrait, mais que les policiers justement de la BAC portent des victimes sur les barrières, les barrières de concert ou les barrières dans des rues, qu'ils aménagent en civière. Enfin, c'est des scènes hallucinantes. Mais ce soir-là, il y a eu énormément d'héros anonymes. Oui. Je pense à un agent de sécurité qui s'appelle Didi, que moi j'ai suivi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je le connais pas. Lui, en fait, il a alors qu'il était pas très loin des terroristes, il a traversé toute la salle pour ouvrir une porte une sortie de secours, et il a réussi comme ça à évacuer énormément de personnes. Enfin, ce soir-là, le passage Saint-Pierre-Amelot, exactement. Ce soir-là, il faut imaginer qu'il y a eu énormément d'héros qui ont, au péril de leur vie, ils ont tout tenté et ils ont réussi. Ils ont réagi au bon moment. Ils ont réagi au bon moment, oui. Alors, réagir aussi, vous en parliez, un luxe, tout simplement sur le secourisme, le sauvetage, qui on peut sauver comment, avec quels moyens, des petits moyens. Autre extrait de votre reportage, Ludivine, sur ces agents de la BAC qui se transforment en sauveteurs, parce que, donc, encore une fois, à ce moment-là, la BRI commence à préparer l'assaut. Donc, vos agents de la BAC sont en bas, il n'y a plus de tir, c'est toujours très dangereux, mais il n'y a plus de tir. Et donc, ils vont devoir s'improviser sauveteurs. Pareil, extrait du reportage bouleversant, et on en parle après. Du coup, je descends dans la fosse et puis là, je me retrouve à faire des gestes intrusifs quelquefois. Il y a d'autres collègues qui avaient aussi des notions, donc certains se sont juste retrouvés à faire que des garrots. Pour d'autres, juste essayer de mettre un bandage au-dessus. Et puis quand on n'avait plus l'équipement, c'était du pansement de fortune avec des vêtements récupérés au vestiaire. C'est essentiel ce qu'ils ont fait. On peut parler de médecine de guerre. La médecine de guerre, c'est une médecine pour laquelle on fait un tri. C'est-à-dire, on essaye d'évaluer si la personne que l'on soigne a des chances de s'en sortir. Ludivine, ça pour ces hommes-là, ils vous en parlent après. Oui. Voilà, déjà, ils sont pas policiers antiterroristes, et là, ils sont pas. On a regardé la composition de leur trousse. C'était
quasiment dérisoire. Alors il y avait quelques garrots, ce qui encore une fois sauve des vies. La particularité de Michel Caboche, là, qu'on a entendu dans l'extrait, c'est que lui avait une formation en tant que militaire. Oui, parce que c'est un ancien militaire. C'est un ancien militaire, exactement. Donc lui, réflexe de son autre vie, il avait toujours une trousse de secours avec lui, donc ce qui lui a permis de mettre en place les premiers soins. Donc ça, c'est la chance qu'il a eue. Et après, ils ont fait comme ils ont pu. C'est-à-dire que ce que nous raconte Michel aussi dans le documentaire, c'est qu'à un moment donné, ils sont allés au vestiaire, ils vont au vestiaire, ils prennent des vêtements comme ils peuvent, ils déchirent les vêtements et là, ils utilisent ces vêtements-là pour faire des garrots, pour soigner. Enfin voilà, ils ont fait vraiment avec les moyens du bord. C'est vraiment de la médecine de guerre, ce que dit l'historien dans le documentaire. C'est clairement de la médecine de guerre. Et après, il y a eu aussi le passage à l'évacuation. Donc vraiment, ces 2 temps de l'intervention de ces agents de la BAC 75N, la médecine de guerre et l'évacuation derrière des blessés. Luc, vous avez été sapeur-pompier à Paris, donc vous étiez vous-même aussi un ancien militaire. Oui. Et vous dites, voilà, vous avez énormément secouru et accompagné des gens, mais vous connaissez les gestes qui sauvent une vie, et vous n'avez pas pu les appliquer. Non, pour ma part, moi, ce soir-là, je considère n'avoir sauvé personne, puisque je n'ai pas pratiqué les gestes de secours que j'ai maintes et maintes fois répétés et qu'on nous a appris qu'on apprend d'ailleurs, c'est des gestes qu'on apprend tout au long de notre vie d'ailleurs et qu'on apprend tout au long de sa carrière de sapeur-pompier ou de secouriste. Et ce soir-là, non, j'aide à l'évacuation des gens, je porte des gens, je traîne des gens parce que des fois la peur fait que avec les alertes en fait qu'on avait, les policiers nous disaient il y a des tireurs sur le toit, en fait on se met à tirer la personne, donc on a traîné des gens, mais véritablement sauver, poser un garrot, moi pour le coup ça n'a pas été mon cas ce soir-là, et du coup j'ai un sentiment d'échec et d'impuissance considérable le soir, le samedi soir. Et c'est un sentiment qui continue toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que ce qui... J'allais dire pourquoi ça, sachant que vous êtes aussi, à votre manière, un des héros du 13 novembre, dans tous ces gestes de solidarité, de soutien, quand vous avez accueilli des personnes, et on va parler après de ce que vous avez fait durant les jours qu'on suivi, c'est aussi héroïque ce que vous avez fait dans les jours qu'on suivi, mais on va en parler plus tard. Pourquoi est-ce que c'est la culpabilité, j'allais dire, du survivant, de celui qui n'a pas pu déjouer la mort, tout simplement? En fait, moi, j'ai pas eu, je dirais, c'est horrible de dire ça, mais Michel a eu peut-être plus de chance que moi, puisqu'il avait une trousse à portée immédiate, chose que je n'avais pas, moi. Faut savoir que, quand je dis on a été démunis, les secouristes engagés, les sacs de secours ont été vides très rapidement. Et au bout d'un moment, ils les ont rangés au camion ou ils les ont laissés sur le bord de la route, mais ils les ont plus utilisés face à l'afflux important de victimes. Alors, je veux qu'on aille là sur la reconnaissance, parce qu'après, je veux qu'on ait le temps avec vous, Nabila, de parler de la belle équipe. On le voit, plein de gestes. Alors, évidemment, le 13 novembre, c'est avant tout les victimes, et les 132 victimes de cette nuit-là. C'est pas la course à qui a été le plus héroïque ou pas, mais en tout cas, beaucoup de personnes ont eu l'impression d'avoir été occultées parce qu'elles ont vécu des choses très très douloureuses visuellement, physiquement. C'est le cas de ces policiers de la BAC. On vous sent aussi ému à votre niveau, Luc, quand vous en parlez. Écoutons ce que vous racontent justement ces policiers, et vous allez nous raconter derrière les divines pourquoi ils ont été un peu oubliés pendant presque 10 ans. Quelques minutes avant l'arrivée des autorités, les CRS somment les agents de la BAC 75N de quitter les lieux. Bien allez les gars, on dégage. Je fais comment? Pardon? Limite, c'était devenu presque agressif. Oui, non, mais j'ai des ordres. Je dois garder Red BRI secouriste. Le reste, ça dégage. On le vit très mal parce que, on vient de l'enfer quand même. Et après, on se retrouve à faire de la circulation. Donc je suis pareil, équipé en lourd, couvert de sang, mais c'était lunaire. Et pour certains, cette rancœur se renforce lors de la commémoration aux Invalides le 27 novembre 2015. Ce jour-là, les agents de la BAC 75N ne sont pas conviés. Ça, Ludivine, je n'avais jamais entendu ce témoignage de ces agents vraiment héroïques qui repartent à la circulation
Oui, leur après, uniforme taché de sang. C'est quoi? C'est un dysfonctionnement? C'est, excusez-moi l'expression, c'est le bordel ambiant? C'est les procédures? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On est dans une agitation maximale, en fait. Donc, vraiment, l'histoire, l'intervention de ces agents de la BAC 75N, c'est comme un épiphénomène à ce moment-là, parce qu'on n'a pas le recul. Clairement, on se concentre donc sur les agents qui ont abattu le commissaire et son équipier qui ont abattu le terroriste, sur aussi l'assaut de la BRI et donc la fin de cette prise d'otage. Donc vraiment, je pense que, et c'est ce qui raconte aussi l'historien dans le documentaire, c'est qu'il y a aussi cette figure un peu héroïsée de la BRI. Donc tout le monde se concentre là-dessus. Et quand je dis tout le monde, c'est aussi les médias, les journalistes. Il y a très peu de reportages qui font référence à l'intervention de ces agents de la BAC 75N. Donc voilà, c'est un espèce de mélange un peu comme ça, où c'est l'agitation, ça va vite, on se concentre sur les éléments faciles aussi à raconter et à identifier. Donc, l'intervention du commissaire et l'assaut de la BRI. Donc, ça s'explique un petit peu comme ça, et c'est comme ça que les choses ont fait que ces agents de la BAC 75N ont été un peu oubliés du récit national à ce moment-là. Alors, Nabila Tabouri, alors, c'est pas du tout que ce qui s'est passé sur les terrasses a été oublié du récit national, mais vous allez nous l'expliquer, j'ai beaucoup lu et entendu que, effectivement, notamment le propriétaire de la Belle Équipe et d'autres sont heurtés à chaque fois qu'on parle des attentats du Bataclan. Oui. Encore une fois, c'est pas une course morbide à qui a le plus souffert. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur, mais en tout cas, racontez-nous, et après on va voir justement un extrait de votre reportage extrêmement émouvant. Dans les heures qui suivent, vous cherchez des témoignages. Et qu'est-ce que vous trouvez? Comment vous arrivez à la Belle Équipe? Alors, il faut se remettre dans le contexte. Ces événements se produisent un vendredi soir, assez tard. Toute la rédaction est déjà mobilisée. Quand il y a un événement comme ça, on se mobilise tous, on revient tous le samedi matin. Moi, j'arrive le samedi matin, je demande comment je peux aider. On a déjà des équipes qui ont tourné toute la nuit. On se relaie comme ça, j'arrive et ma rédactrice, ma chef de service me dit « Écoute, j'ai entendu ce matin... » à la radio, le témoignage d'un psychologue qui a recueilli les premières victimes, leurs paroles, ce qu'elles ont vécu. Essaie de le retrouver. Donc, on passe la journée avec des collègues à chercher. Il y a une dépêche AFP qui tombe. Je trouve le nom de ce psychologue. Je le googlise. Et coup de bol, il y a son numéro de portable, je l'appelle, je lui explique. Je dis, écoutez, on vous a entendu à la radio, on aimerait bien recueillir votre témoignage, que vous nous expliquiez ce que les victimes vous ont dit, ce qu'elles ont vécu. On était même pas à 24 heures après les attentats, donc on était tous dans le flou, on ne savait pas précisément ce qui s'était passé. Il me dit, d'accord, et je lui dis, et si jamais... Alors, il m'explique que, oui, il a parlé à plusieurs victimes, et je lui dis, donc réflexe de journaliste, je lui dis, et puis si jamais il y a une victime qui souhaitent parler, je prends énormément de précautions parce que on s'imagine ce qu'ont vécu ces personnes-là et on veut pas les bousculer. Donc il me dit écoutez, ça tombe bien, je suis chez un monsieur qui a perdu sa femme sur une terrasse. Et très vite il me passe le monsieur, et le monsieur en fait il s'agissait de Grégory Rebenberg, qui est donc le patron, comme vous le disiez, de la Belle Équipe. Et ce soir-là, il avait réuni, le 13 novembre, il avait réuni toute une bande d'amis pour... Ce que vous me disiez, c'était une équipe très soudée en plus. C'était une équipe très soudée, exactement. C'était des bons potes, il y avait peut-être un patron, mais ils étaient tous potes. Et la Belle Équipe, c'est pour ça qu'il a appelé son restaurant la Belle Équipe, parce que vraiment, ils étaient très soudés. Il y a un anniversaire ce soir-là. Exactement, et ce soir-là, il y a l'anniversaire d'une des serveuses, Ouda. Donc il y a vraiment toutes ces équipes toutes les personnes de son équipe, il a 3 restaurants, qui sont présentes ce soir-là. Et donc, quand les terroristes tirent sur cette terrasse, il perd 9 de ses amis, 9 de ses employés, et en même temps 9 amis. En plus des autres, des clients, il y a 21 morts. 21 morts, ouais, ça a été le plus lourd bilan. Parmi ces morts, il y a... Et parmi ces morts, il y a sa femme.
il y a sa femme. Ils sont parents d'une petite fille. Jamila, voilà, exactement. Ils sont parents d'une petite fille qui, à l'époque, devait avoir 5-6 ans. Et il m'explique qu'en fait, le lendemain, il va organiser une cellule psychologique avec les familles. Et donc, je lui demande, est-ce qu'il est possible d'y assister? Il accepte. On se donne rendez-vous pour le lendemain à 11h. Avant, je fais son interview, et ça a été une interview, Et donc on va voir cet extrait, encore une fois, bouleversant, cet homme bouleversant qui s'est reconstruit depuis, mais on écoute votre reportage, Nabila, on en parle juste après. C'était il y a quelques heures devant le restaurant La Belle Équipe. Ici, vendredi soir, 19 personnes sont mortes, toutes étaient attablées en terrasse. Parmi elles, Jamila Oud. Elle avait 41 ans. Elle était mariée au propriétaire du restaurant. Grégory Rebenberg était à ses côtés. Elle est morte dans ses bras. Je tenais la main, ouais, pendant mon bras, et on ne pouvait pas la ranimer, de toute façon on ne pouvait plus rien faire. Ouais. Et elle n'a pas souffert, c'est sûr, elle n'a pas souffert. Elle m'a demandé de prendre soin de notre fille, et je lui ai promis de le faire, et puis voilà, quoi. Grégory Rebenberg a perdu sa femme, il a également perdu son associé, des amis, des employés, 9 personnes en tout. Quel souvenir vous gardez de ce tournage? Vous êtes resté en contact avec Grégory, justement. C'est un personnage, j'ai lu qu'il est devenu écrivain, il écrit. Oui. C'est un personnage aussi d'un courage fou. Oui, dingue. Et en fait, il a tenu pour sa fille aussi. Il fallait qu'il soit là, il fallait qu'il s'occupe de cette petite fille qui venait de perdre sa maman. Évidemment, c'est le genre de reportage, quand on est journaliste comme vous, hein, Loïc, qui marque toute une carrière, parce qu'on s'est retrouvé au milieu de ces victimes. Il faut imaginer ce restaurant avec les parents, les frères et sœurs, la famille, les amis, tous en larmes, tous en train de pleurer, en train de se serrer dans les bras. Nous, on arrive, on essaye de se faire les plus petits possibles. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'est que la première question que posaient les psychologues à ces personnes, c'est qu'est-ce que vous étiez en train de faire au moment où ça s'est produit? Et chaque réponse était extrêmement bouleversante. On pleurait avec mon équipe. Vraiment, on pleurait parce que c'était... je me souviens d'une jeune femme qui disait, moi, ce soir-là, je me suis disputée avec mon chéri, j'ai pas voulu aller à l'anniversaire. Je suis restée pour préparer les faire-part de mariage. Et elle a perdu son futur mari, elle l'a perdu. Un autre qui disait moi, je venais de recevoir ma nouvelle console de jeu et comme un gosse, j'avais pas envie d'aller à l'anniversaire, je voulais jouer, j'étais pressée, je voulais jouer. Elle est partie sans moi et je l'ai plus revue. Voilà, c'était que des témoignages comme ça. Vous sentez encore extrêmement ému, Nabila. Oui, j'en parle et je suis... Oui. Mais voilà, et ça permet de faire noter spectateurs. Vous savez, ça nous arrive, tous journalistes, de pleurer sur des lieux de tournage parce qu'évidemment, on ne peut que communier ces moments de douleur avec les personnes qu'on interviewe parfois, mais évidemment, ça ne nous empêche pas d'être humain. Luc, justement, pour faire suite à ce que vient de dire Nabila, vous vous sentez, entre guillemets... coupable, c'est pas du tout ce que je dis, c'est ce que vous avez essayé de nous décrire tout à l'heure, dans votre impuissance de ne pas avoir pu sauver des gens. Vous parlez de sentiment d'échec. Dans les jours qui suivent, franchement, si ça, c'est pas du courage, vous vous dites, je vais continuer à être utile. Pendant une semaine, après, vous allez faire quoi? Eh bien, je vais aider la cellule d'urgence médico-psychologique qui est à l'Institut médico-légal de Paris. C'est-à-dire que vous accueillez les familles des victimes qui viennent identifier les corps. Ouais, c'est ça. Avec ce que vient de dire Nabila, faut l'encaisser, ça. Hein. Faut encaisser les larmes, la détresse des familles. C'est du courage aussi. Hein. Même si c'est pas vous qui avez perdu un proche, c'est des moments hyper durs. Ouais. Oui. En fait, moi, les images du 13 au 14 au matin, c'est des images que je n'oublierai jamais, en fait, qui resteront gravées. Et j'y pense, même hors anniversaire, commémoration, tout ça, j'y pense régulièrement. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que je pense à tous ces gens que j'ai vus à l'Institut médico-légal, que j'ai accueillis, que j'ai réconfortés tant bien que mal.
Oui, ça fait partie aussi des images que je garderai toute ma vie. Et régulièrement, il m'arrive de penser à elle. Et il y en a. Il y a une scène notamment qui vous a particulièrement marqué, je crois. Oui, il y a une des scènes parmi tant d'autres, parce qu'il y en a eu beaucoup en une semaine. Mais il y a une scène qui me marque, c'est l'arrivée d'une des victimes du Carillon, qui s'appelle Maya, et qui, en fait, est sur la terrasse du Carillon et a une balle dans la jambe. Et elle descend de l'ambulance devant l'Institut médico-légal de Paris avec encore des broches, les broches qui sortent dans les jambes. Et en fait, elle vient identifier le corps de son mari qu'elle a épousé 1 mois auparavant et qui est décédé, en fait, Mohamed Ibn al-Moubarak, qui s'appelait. Et manière, encore une fois, de rappeler, le terrorisme frappe de manière indiscriminée. Les musulmans peuvent tuer aussi d'autres musulmans. Qu'est-ce que vous leur disiez à ces personnes-là? Il n'y a pas grand-chose à dire, mais quoi, c'est le fait d'être là, c'est d'être prévenant, d'être dans... Oui, c'est ça, c'est d'être avenant. Juste humain. Pas d'être souriant, parce que même moi, j'avais aucune envie d'être souriant. Mais oui, c'est une présence réconfortante. L'expression le dit, il a un peu de chaleur humaine, quoi. Pour le coup, c'était vraiment ça. Il y avait pas... Il n'y avait rien d'autre de plus, quoi. Et faire ce qu'on peut aussi. Ouais, faire ce qu'on peut. Être là. Être là. Vous avez été là. Et on peut être là en posant un garrot ou en accueillant des personnes au pire moment de leur vie. On va juste, dans les dernières minutes qui nous restent, je voulais absolument passer un dernier extrait de votre reportage, Ludivine, un peu en forme de reconstruction, de renaissance. Reconstruction, c'est le terme adéquat, puisque l'un de vos policiers de la BAC revoit quelques années plus tard une jeune femme dont il avait vu le visage, qui n'était pas morte, mais donc il avait vu le visage complètement déchiqueté. Et vous racontez cet épisode dans ce dernier extrait. On le regarde et vous nous en parlez après. Alain Giraud, lui aussi, a longtemps été préoccupé par le sort des victimes. Et l'une d'entre elles en particulier. Cette femme brune, au visage arraché. Il a fini par la rencontrer après son audition. Des retrouvailles immortalisées dans ce reportage. Enchantée. De même. Ça fait plaisir de vous voir. De même. Je suis en meilleur état, on va dire. Oui. La jeune femme croisée ce soir-là fut longtemps un souvenir. Au début, c'était pas Gaëlle, C'était une femme, sans prénom, sans identité. Je me dis qu'ils ont vécu le même cauchemar que nous, même s'ils étaient de l'autre côté, entre guillemets, de la barrière. Je vois bien qu'Alain est marqué tout autant que nous. Les rescapés, et puis nous, on fait partie d'une famille du 13 novembre. Voilà, reportage en partie aussi réalisé avec notre collègue Éric Pelletier, qui était exactement à votre place, Ludivine, hier soir. Je ne vais pas dire que c'est une belle histoire dans un océan d'horreur, mais un peu quand même. En fait, c'est surtout aussi un moment, donc ça c'est Alain qui nous le raconte, donc Alain c'est celui qu'on voit dans le reportage, donc qui retrouve Gaëlle, qui l'a aidé dans le Bataclan. En fait, c'est aussi un moment fort parce que c'est le moment aussi, un moment supplémentaire dans la reconstruction. En fait, c'est ce qui l'a aidé aussi, et ça il nous l'a raconté, ça l'a aidé justement à se reconstruire, et ça c'est quelque chose qu'il nous a raconté. Après, le sentiment de culpabilité, c'est finalement, j'ai l'impression que pour les primo-intervenants, c'est quelque chose que vous partagez, parce que vous parliez tout à l'heure du sentiment de culpabilité. Alain Giraud et Michel Caboche, alors qu'eux aussi sont intervenus dans le Bataclan, expriment aussi ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de ne pas avoir assez fait. Voilà, c'est aussi avec ça qu'ils doivent vivre au quotidien. Arthur de nouveau, le président de l'association Life for Paris, collectif de victimes, disait à notre confrère Louis Laforge, avec qui il a fait un reportage, qu'il expliquait pourquoi il a fermé aujourd'hui, en ce 13 novembre 2025, l'association Life for Paris, parce que voilà, il y a eu ces 10 ans de lutte, et qu'il ne voulait pas s'enfermer dans le passé d'être une victime. Et que voilà, évidemment, ce ne sera jamais oublié. Est-ce que vous comprenez ça, justement, vous, Luc, pour aller de l'avant, même si, on le voit, vous êtes toujours habité par ça? Oui, je comprends tout à fait ce qu'Arthur a dit, puisque oui, c'est une étiquette qui colle à la peau. En plus, lui, en l'occurrence, il a été très médiatisé. Oui, enfin, pour la reconstruction aussi, ça passe par retomber dans l'anonymat. Je pense, pour certaines victimes, et je l'entends, je le comprends tout à fait, oui. Après, pour les primo-intervenants, c'est encore une autre histoire, puisque nous, on se bat
là avec l'association Galéa que j'ai fondée en partie avec 12 des 17 membres de la BAC 75N qui étaient là et Jean-Luc, le fameux riverain de la belle équipe. Oui. Nous, on se bat. En fait, le combat ne fait que commencer puisque l'association a été créée le 10 septembre 2023. D'ailleurs, notre comité juridique est constitué de Maître Bernardini. Et vous vous battez pour... Et on se bat pour la reconnaissance juridique des primo-intervenants, puisque la généraliser, puisque aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Et ça a été fait encore un peu ces petits héros oubliés et les grands héros oubliés. Oui, voilà. Bon, en tout cas, vous portiez leur voix ce soir, Luc de Montpion. Merci Ludivine, merci Nabila pour vos témoignages et vos reportages absolument extrêmement émouvants. 22h, si vous nous rejoignez sur France Info, on vient évidemment longuement de parler de cette journée où Paris se souvient des attentats du 13 novembre 2015. C'est à vous.